Alors cette data, maintenant on a compris que quelle est la data qu'il va falloir, analyser grâce à l'apport de Christophe et Pascal, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette data? Comment on analyse la bonne data pour en tirer profit? Comment justement, les outils événementiels que sont les plateformes vont nous aider, dans cette démarche? Et puis comment on va pouvoir vraiment rentrer dans une démarche d'amélioration continue? Parce que c'est le but au final de faire, toutes ces analyses de data. Il y a eu pas mal de questions qui sont restées encore dans le chat. On n'y a pas répondu parce qu'elles sont en lien avec cette seconde table ronde. Donc, normalement, vous aurez les réponses à vos questions. Pour me rejoindre tout de suite, j'invite deux experts. J'invite à me rejoindre Vincent Barral, account exécutive chez Spotme. Bonjour Vincent. Salut Agathe, bonjour à tous. Et également Johan Mazera, partner et engagement expert chez SparkUp. Bonjour à tous. Bonjour messieurs, comment ça va? Super, et toi? Ça va super. Très bien. Faut se remettre dans la peau de l'expert, là. J'étais plus dans la peau du participant. C'était tellement passionnant. Il y avait tellement de sujets. J'ai voulu intervenir plusieurs fois pour supporter, pour répondre à d'autres questions. J'espère qu'on va garder la barre aussi haute, quoi. Il n'y a pas de souci. On va continuer à avancer sur cette question d'analyse et surtout comment on en tire profit, parce que c'est un petit peu ça l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va vous poser une petite question, vous qui êtes derrière votre écran. On a un petit vote à vous proposer. Donc, on aimerait savoir, à votre avis, sur un événement d'environ 500 personnes, combien de data sont récoltées en moyenne? Est-ce que vous pensez que 1, il y en a sûrement beaucoup trop, 2, autant dire que la distance est à peu près la distance Terre-Lune, 384 400. Est-ce que c'est réponse 3, la réponse 3, ou est-ce que, en fait, réponse 4, on n'en a jamais assez? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Johan? Est-ce que cette dette à la... Non, on en a souvent trop, en fait. Je rejoins tout à fait ce que disaient les intervenants précédents, Pascal et Christophe. Générer des datas à ne plus savoir quoi en faire, c'est très facile. Maintenant, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Le faire pour rien, quel intérêt? Donc voilà, c'est quoi du coup les datas qu'on doit récolter et qui sont les plus importantes pour le coup? Alors, pour reprendre le format qui a été donné, l'explication de Christophe avec les opérationnels, les fonctionnels, les transactionnels, ok. De base, on va avoir effectivement ce qu'on retrouve de l'opérationnel, les no-shows, qui est venu, combien de temps ils sont connectés quand il y a du streaming, etc. Et puis tout ce qu'on a appris du marketing digital. Moi, j'appelle ça les données marketing parce que c'est toutes les bonnes habitudes qu'on a tirées d'Internet, des comportements sur les sites web, etc. Tous les usages. Ça va être du temps de connexion, ça va être les parcours utilisateurs, mais même en présentiel, ça va être les points chauds sur un salon, qu'est-ce qui a été téléchargé, pourquoi, comment, etc. Tout ça, c'est très bien. C'est des premières données qui sont très sympas à donner à nos clients et finalement, c'est des preuves de réussite. J'ai envie de dire, c'est le bon rapport à donner à son client. Regardez, monsieur le client, on a eu tout ça comme interactivité. On a très bien fait notre travail. Bravo à nous. On peut se féliciter et se taper dans le dos. C'est super. Mais en termes d'analyse de la performance, d'analyse du contenu et du succès de l'événement, on est un peu léger. En fait, il y a une notion... Ouais, c'est ça. Il y a une notion partielle. Il y a une notion partiale de l'événement. C'est-à-dire que se fier au temps de connexion sur un événement digital, par exemple, c'est complètement illusoire. Aujourd'hui, les gens savent que oui, ok, ils sont connectés. Regardez, monsieur le client, on a fait un stream de 2 heures et jusqu'à la fin, on a eu 80% de l'auditoire qui sont restés connectés. Oui, mais étaient-ils devant leur écran? Écoutaient-ils? Quand bien même ils étaient là, on l'a tous vécu 200 fois en présentiel, ils sont dans la salle en présentiel, ils font oui de la tête, ils ont les yeux ouverts, mais qui écoute? Finalement, pas beaucoup. Il y a une vraie notion, pour moi, la data intéressante à tirer, qui n'est pas la data la plus simple, parce que d'un point de vue quantitatif, elle n'est pas simple à mesurer, c'est le niveau d'attention. Est-ce qu'ils écoutent? Est-ce qu'ils participent? Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils ne sont pas d'accord? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Est-ce qu'ils se sentent inclus dans ce contenu? Est-ce qu'ils sont alignés avec ce contenu? Et ça, aujourd'hui, c'est des choses qui ne sont pas très compliquées à mesurer quand il y a du digital, qui ne sont pas très compliquées à mesurer et qui ont une vraie valeur additionnelle pour le client final. Ouais, du coup, je suis d'accord. C'est ça, il faut pas être dupe sur les chiffres, il faut aller un petit peu plus loin pour aller vraiment trouver
le bon KPI? Comment justement tu fais comme ça quand on se dit, bah voilà, on sait qu'il y a 600 connectés, mais en vrai, qu'est-ce qu'on va aller chercher comme information derrière un chiffre comme ça? C'est quoi le bon KPI et le plus intéressant? Alors, il faut coupler ça avec d'autres. En fait, c'est une énorme équation de plein de facteurs différents, je pense, qui te permettent de voir, en effet, sur les 600 présents, on a 500 qui ont allumé la caméra sur l'écran à instant T, mais sur les 500 présents, qui a applaudi quand on parlait de ça, qui a répondu à la question de vote qu'on vient d'envoyer à l'instant présent pour qu'on sache qu'il y a 38,5 personnes qui ont répondu sûrement beaucoup trop. Donc, je pense qu'en fait, il y a des formules qu'on va mettre en place. Et c'est aussi un peu notre rôle, pour jouer l'avocat du diable, de mettre quand même le max de data sur la table que tu peux exploiter, mais c'est aussi à chacun de tirer son épingle du jeu pour savoir quoi en faire et comment les utiliser. C'est peut-être là où ça se complexifie, en effet. Ouais, moi, je fais une vraie différence entre le spectateur et le participant. Hein, le spectateur, hein, celui qu'on connaît bien en présentiel, comme ça, au fond de son siège. Et puis le participant, celui qui interagit, qui va poser des questions, qui va répondre aux questions, qui va liker, qui va applaudir. Sur quel message il va applaudir? Il va allumer sa caméra, il est en distanciel, mais aujourd'hui, on peut allumer sa caméra, montrer qu'on est engagé par rapport à l'événement, qu'on a envie de participer et apparaître dans un public, quand bien même il est seulement virtuel. Poser des questions en direct, même quand on est en virtuel, de la même manière, on voit les comportements en termes d'engagement entre poser une question à l'écrit et prendre le micro, se lever, parler devant son DG, c'est des comportements qui sont complètement différents. C'est très intéressant à mesurer, c'est très intéressant de regarder la performance par rapport à ça. Il y a véritablement quelque chose qui se mesure autour de l'engagement du participant et qui est en connexion directe avec le contenu. Est-ce que ce message-là était pertinent? Est-ce que ce message-là est bien passé? Est-ce qu'ils étaient d'accord ou pas d'accord? Et ça, aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment là où les plateformes doivent accompagner les clients. C'est un peu ce qui est fait avec le côté justement dont on a parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui est emoji en direct en fait, qui permet comme ça de regarder sur la durée et de pouvoir analyser quelque part un peu une courbe d'intérêt. C'est ce que vous faites aujourd'hui, vous, sur les rapports que vous donnez à vos clients, je pense. Ouais, pareil. Alors, c'est un peu tendancieux parce que souvent, pour rebondir sur ce que disait, il me semble que c'était Christophe qui parlait de ça, ça fait très peur d'avoir des mauvaises données. Si les clients veulent de la modération, ce n'est pas tellement pour modérer les excès, hein, on est bien d'accord, des excès, c'est exceptionnel. Des messages qui n'auraient pas dû être diffusés ou des participants qui exagèrent, c'est 0,01%, donc ça n'arrive jamais. Non, le sujet, c'est de pouvoir censurer, pouvoir bien contrôler la communication, ce qui, dans beaucoup d'événements, a du sens. Mais du coup, typiquement, pour reprendre les emojis, dans les emojis qu'on va proposer, ils vont être tous positifs. Du coup, la mesure qu'on va faire, c'est est-ce qu'il y a des emojis ou une absence d'emojis. Alors, une absence d'emojis, c'est quand même une information, parce qu'avec un flux à peu près continu, on arrive à se dire, ah, tiens, là, on a fait mouche. Ah là, calme plat, il n'y a personne qui est d'accord. Et puis, exceptionnellement, et je dis bien exceptionnellement, ça arrive que des clients disent, non, non, moi, je veux les deux. Je veux les deux et je veux véritablement pouvoir mesurer les choses. Mais ça, c'est des maturités digitales qui, petit à petit, arrivent, mais c'est vraiment petit à petit. J'allais aussi parler de maturité, en fait, savoir faire face à ces données et comprendre qu'en fait, à un moment, ça va plus coincer. C'est ce qu'il y a de plus malin et quoi. C'est là que tu pourras comprendre comment tu peux faire mieux sur la prochaine édition. Si ça se répète, comme Christophe le disait, si ça se répète pas, dans ce cas-là, tu as plein d'autres choses à analyser, que ce soit en direct, et je crois qu'on parlait de données fraîches, quoi, des interactions en direct, quoi, ce qu'on fait là aussi. On voit les applaudissements arriver, on voit les gens répondre aux questions et nous poser des questions, mais ce qui se passe aussi entre les lives ou entre les sessions en direct. Non, ce que je comprends, effectivement, il y a une première data qui est très importante à suivre, c'est celle qui consiste à savoir si le participant est connecté, mais pas que. C'est-à-dire que s'il est surtout engagé, s'il est en train de regarder ce qui est en train de se passer. Johan, effectivement, tu me parlais quand on a préparé cet échange de se dire aujourd'hui, Zoom est justement en train de développer une feature qui permet de savoir si la fenêtre Zoom est en avant ou en arrière. Ça montre tout l'intérêt justement de se poser la question de comment je sais si mon participant est connecté ou pas, et pour le coup, ça va tenir sur ces questions d'interactivité, sur les échanges qu'on peut avoir avec eux tout au long de l'événement. C'est comme ça, vous, effectivement, que vous arrivez à traquer un peu ce côté je suis connecté ou pas. Ouais, alors c'est vrai que nous... Vas-y, je t'en prie. Je crois qu'on ne peut pas passer à côté, en fait. Les nouveaux formats de ces événements digitaux hybrides,
multi-hybrides nous ont fait comprendre qu'en fait, on a la possibilité maintenant de pouvoir suivre, traquer, comprendre et analyser tout ça de manière plutôt simple ou plutôt complexe en fonction des formats et des sessions qu'on a. Mais avec toute cette donnée qui nous est maintenant proposée, il y a tellement de choses qu'on peut tirer. Là, ce qu'on a, typiquement, c'est en effet un dashboard qui nous explique de manière un peu globale. Alors là, pas pour ce qui se passe en direct, mais plus ce qui s'est passé avant que je me connecte le jour du live. On peut voir qu'avant le live, il y en a qui sont connectés à telle heure, qu'ils ont consommé tel contenu, qu'ils ont passé tant de temps sur les documents, tant de temps sur cette section. Donc, on sait très bien que s'il y a un nouveau live qui se déroule demain, on va mettre ça en avant sur le fil d'actualité ou ça qu'on partagera juste avant. Parce que vous, il y a quand même, en tant que plateforme, il y a quand même un enjeu à rendre un petit peu cette data un peu digeste. C'est le but de ces dashboards. Alors, c'est toujours un peu compliqué parce que tu n'as pas envie de prendre parti, tu n'as pas envie d'imposer aussi ton interprétation des données à tes clients en fonction de leur industrie, en fonction du format de l'événement, si c'est de l'interne, de l'externe. Si c'est du pharma, c'est de la finance, si c'est tellement de choses. Donc, on essaye de rendre le basique le plus digeste possible et derrière aussi la possibilité de pouvoir exporter et puis pouvoir creuser de plus en plus. Nous, il y a un mot-clé en interne, c'est aussi l'automatisation, quoi. On essaye de pouvoir le plus possible pousser de manière automatique à des outils tiers toutes ces données qui sont crues. Et ces autres outils vont digérer la donnée parce qu'à l'interne, le client X ou le client Y a cette formule pour comprendre que si le participant est venu là à ce moment-là, il a applaudi ici sur cette session, dans ce cas-là, c'est ça qu'on veut comprendre et c'est ça le score qu'on veut lui donner typiquement à ce participant. Donc le rendre digeste, c'est aussi méga important. Hein. C'est de pouvoir, je pense, aller regarder un peu comment il a interagi avec les contenus, de pouvoir identifier en fait quelque part. Ça permet de faire un peu une cartographie, si je comprends bien, de son participant pour savoir ses sources d'intérêt, les ateliers qu'il a suivis, et puis comme ça, pouvoir aller un petit peu plus loin et aussi de sortir juste de cette analyse data qui est liée uniquement aux résultats de son événement. De se dire, voilà, ça me permet de valider que mon événement a été réussi parce que j'ai atteint mes KPI. Mais en fait, il y a aussi quelque part des retombées d'un point de vue action marketing. Et c'est ce que tu nous disais un petit peu là, Vincent, à l'instant, c'est le lead scoring. Je crois que vous avez des clients qui sont partis sur cette option-là. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Ouais, au final, on n'invente pas grand-chose. En fait, c'est les clients qui sont toujours un peu avant-gardistes et qui nous proposent des challenges et on s'adapte à ce qu'ils font. Et puis derrière, on le propose à d'autres clients. Mais pour prendre un exemple très concret de la semaine passée, en effet, on a des clients qui utilisent Spot.me avec Marketo. Et dans Marketo, en fait, à la suite d'un événement, ils se prennent un top 10 et ils veulent savoir qui sont les 10 participants qui ont été les plus connectés ou les plus engagés pendant l'événement pour soit les récompenser, soit faire un suivi. Et ça, du coup, on peut le répliquer sur plein d'autres événements. Ça marche avec les intervenants, avec les participants, avec les partenaires. Pascal en parlait tout à l'heure aussi, les partenaires, quand ils sponsorisent un événement virtuel, hybride ou présentiel, ils ont envie d'avoir un retour sur investissement pour comprendre exactement ce qui s'est passé et qui a consommé quoi. Tout à fait. Et en fait, c'est parce que là, on se dit, OK, j'ai mes datas côté événementiel, dans ma plateforme événementielle. Comment je fais justement pour aller un petit peu plus loin et gérer cette data qui est vraiment une data de connaissance plutôt long terme sur mes clients, du coup? C'est le fait, a priori, c'est plutôt, comment on va faire remonter cette information-là depuis, typiquement peut-être Spot.me, vers d'autres outils que vont utiliser les entreprises? Je crois qu'on est arrivé assez vite dans l'automatisation tout à l'heure et ça, c'est une des premières grandes options. Maintenant, faut rester réaliste, c'est pas toujours envisageable et possible en fait. Déjà, il faut que le bon outil se connecte à l'autre bon outil. Donc déjà, ça, c'est un peu complexe. Et dans la jungle de la data, il y a la jungle de tous les outils qui essayent de tirer aussi leur épingle du jeu. Mais quand c'est le cas, c'est juste magique d'avoir deux outils qui communiquent dans les deux sens, à savoir l'outil de marketing automation pousse à Spot.me les gens qu'on doit inviter. Et puis une fois les gens invités, on reporte dans le CRM les différentes interactions qu'on a pu retenir. Maintenant, quand c'est pas possible, il y a aussi un peu à la bonne franquette l'export de fichiers Excel. Alors, ça peut faire super peur. Mais d'un autre côté, avec un peu de dashboard, un petit peu de temps, un peu de formation et un peu de sensibilité des chefs de projet, comme on en parlait en première partie, on peut déjà faire beaucoup de choses avec très peu, ou un peu moins en tout cas.
Ouais, en fait, je pense que l'idée, hein, c'est peut-être d'aller encore plus loin et de réfléchir à ce concept de communauté qui commence à pas mal émerger depuis les événements digitaux, de se dire cette communauté, c'est des participants et je vais pouvoir mieux les maîtriser et puis je vais traiter comme ça des données un peu collectives. Est-ce que toi, Johan, justement sur cette partie de générer des données un peu collectives, comment on peut en tirer avantage? Je crois que vous aviez fait justement avec votre client Nissan des choses assez intéressantes sur ce sujet-là. Ouais, alors juste avant, je voulais rebondir sur le lead scoring. Alors, effectivement, le lead scoring, c'est très intéressant d'un point de vue marketing parce qu'on met une note aux participants. Donc, on se retrouve exactement dans les mêmes cas, Uber, Deliveroo, Tinder. Le participant, sans le savoir, il a une note et ça va déclencher des choses en pure automatisation. C'est hyper intéressant de pouvoir automatiser les choses. Remonter ce type de données dans un CRM, etc. Voilà, on parlait tout à l'heure un peu de GPRD, il y a des notions d'éthique où moi je suis pas forcément à l'aise avec tout là-dessus et voilà, je trouve ça très intéressant et c'est vraiment chez Sparkup, c'est vraiment notre savoir-faire de générer de l'engagement, de maintenir l'écoute, etc. et de mesurer tout ça. Mais autant utiliser ces données pour une amélioration continue, que l'événement soit récurrent ou pas, et apprendre et faire différemment et faire ce qui marche le mieux et de toujours plus efficace, oui. Commencer à afficher et à mettre des notes. Et bon, après, bon, ça se fait chez énormément de gens, mais voilà, c'est pas forcément quelque chose avec lequel moi je suis complètement à l'aise. Mais pour reprendre par exemple le cas de Nissan, on se met à toucher des notions qui étaient très, très à la mode il y a quelques années quand on parlait de ROI de l'événement. Dans le cas du monde automobile, hein, c'est bien connu, bien classique. Lancement produit, ça va être soit des gros événements où on va faire venir les forces de vente petit à petit, soit des convois, parfois multi-convois qui partent. Et en général, c'est des gros dispositifs avec des gros budgets. Qui dit gros budget, dit derrière pouvoir justifier KPI, ROI, regarder, pouvoir justifier en interne qu'on n'a pas dépensé 2 millions d'euros pour pas grand-chose. Donc, des notions de rétention de l'information, connaissance acquise, engagement, etc. Et Nissan, ça fait très longtemps qu'on les accompagne là-dessus et ça fait très longtemps qu'ils nous ont vraiment aidé à pousser le modèle parce qu'ils avaient vraiment ce côté ROI très développé et ils avaient besoin de montrer en interne que quand ils dépensaient 3 millions d'euros, il fallait qu'ils puissent les redépenser 2 ans après et que c'était justifié comme dépense. Et ils ont vraiment poussé les choses avec l'équivalent de lead scoring, etc., où ils ont travaillé sur la connaissance acquise, sur l'engagement, sur l'énergie que les participants peuvent avoir en formation avec tout un tas de mécaniques de gamification, de challenge, etc. Ils ont vraiment mis en œuvre tout ce qu'ils pouvaient faire. Et on ne parle que de présentiel hein, sur ce genre d'événement. Pour le moment, c'est que du présentiel. Donc, c'est déjà vraiment possible de faire ce genre de choses. Et ils sont allés jusqu'à mettre des modèles en place où on va pouvoir, eux, ils appellent ça le confidence index, où ils vont pouvoir mesurer la confiance du réseau par rapport à tel nouveau véhicule, par rapport à la confiance pour le vendre, la motivation par rapport à la marque, etc., etc. Et ils ont vraiment poussé toutes ces données pour en faire quelque chose qui est évidemment pas connecté directement au business, mais qu'on n'est pas très loin. On s'approche du ROI, véritablement. Ils peuvent vraiment comparer un événement par rapport à l'autre, alors que ce n'est pas forcément le même modèle qui est sorti, qu'une fois c'était un véhicule thermique, l'autre c'était un véhicule hybride ou électrique, etc. Ils ont vraiment rendu ces choses très poussées, justement pour pouvoir justifier en interne que c'était important de le faire et qu'il fallait continuer de le faire, à la fois sur le plan de formation, mais aussi sur le plan engagement, motivation, plus lié à l'événementiel. C'est vrai qu'il y a, quand on a tous là, commencé l'événementiel il y a quelques années, on avait ce côté où le calcul du résultat de l'événement, il était plutôt immatériel. C'est-à-dire qu'on n'avait pas cette recherche de ROI comme on peut l'avoir aujourd'hui. On le sait tous, hein, on a traversé là une crise sanitaire, mais aussi qui tend à être une crise économique. Donc du coup, il y a des budgets événementiels qui sont plutôt à la baisse, a priori, par rapport aux estimations qu'on a eues récemment.
Donc, cette question de ROI, en fait, elle devient complètement centrale. Et je pense que ce que fait Nissan, c'est un bon exemple. Ce vers quoi on peut aller justement en se disant que cette data événementielle, elle est quelque part, si elle est bien traitée et bien exploitée, on peut suivre comme ça le fil des résultats de son événement et calculer en fait un vrai ROI et donc quelque part pérenniser ces événements et confirmer que ça permet derrière d'avoir des retombées économiques. Et c'est dans ce sens-là où effectivement je pense, et je pense que vous êtes d'accord là-dessus, de se dire que ce ROI il est important à démontrer et que ces data qui parfois on se dit bon les data événementielles, ok, on sait combien il y a de personnes, en allant beaucoup plus loin, en tirant ce fil-là, on arrive quand même à avoir derrière des répercussions assez importantes sur l'intérêt de l'événement. Johan, par exemple, sur le projet Nissan, comment ça s'est passé sur le traitement des data? C'est vous qui avez géré cette analyse ou vraiment vous avez plutôt travaillé main dans la main avec eux sur cette chaîne de valeur? Non, on a travaillé main dans la main. C'est-à-dire que comme ça a été très bien dit auparavant, déjà, on se base sur de quoi ils ont besoin parce qu'on peut extraire tellement de choses. Donc, de quoi ils ont besoin, on fait un brief, on sait ce qui veut être obtenu, ce qui veut être démontré, comment on va le calculer. On fait en sorte, pendant l'opération, d'avoir le moins de travail possible à faire pour être le plus efficace et que ça coûte le moins cher possible au client. Derrière ça, nous, on va faciliter, on va sortir les tableaux, on va compiler les données, etc. Et il y a beaucoup de choses qui sont automatiques, mais pas tout. C'est bien d'avoir… les leaderboards, c'est fondamental, on a besoin de travailler avec ça, c'est vraiment très important, mais ça ne fait pas tout et souvent, c'est pas pour rien que Pascal disait, attention, ça peut coûter cher. Effectivement, souvent, il y a du travail derrière. Et pour donner un exemple, par exemple, donc une opération comme ça, un lancement automobile, que ce soit chez Renault, Nissan ou d'autres, en général, c'est des opérations qui, selon la taille du constructeur et son réseau, ça va durer entre 2 et 4 semaines. C'est souvent des opérations comme ça un peu longues. C'est pas du tout… par exemple, pour prendre la dernière opération de Nissan, il y avait 30 sessions. Il y a eu 30 événements avec 200 personnes par événement. Il y a eu 20 jours de compilation pour pouvoir comparer chaque pays, chaque chose, etc. Au final, la personne qu'on a mis pour compiler des dizaines, des centaines de fichiers et de comparer des tableurs, etc. et vraiment faire le boulot, il y a eu 20 jours de travail juste en compilation. On ne parle pas de conseil éditorial derrière, où ça, en général, on laisse soit le client, soit l'agence le faire. Donc oui, ça peut prendre du temps si on veut. Alors, on est dans un cas un peu particulier parce que c'est du travail, c'est très poussé comme modèle. Mais on peut se dire qu'aujourd'hui, faire ce genre de choses, chez nous, c'est 20 jours. Nous, on est plateforme, on le fait parce qu'on ne trouve personne pour le faire, mais on n'a pas vocation à faire ce genre de choses. On serait ravis que ce soit les agences qui disent non, mais je vais prendre cette partie, donne-moi, et moi, je vais vendre des jours. On serait ravis que ça arrive. Je te rejoins là-dessus, chacun son métier à un moment. Voilà, chacun son métier. On sera accompagné, surtout quand on parle de ça, et ça retrouve la question technique de Cyprien. Excuse-moi, mais je vois les chefs de projet doivent être formés à Python. Alors, encore une fois, je pense que l'idée, c'est pas de leur faire peur, non seulement utiliser la data, mais en plus, comment l'extraire techniquement. Non, je pense que c'est juste comprendre déjà comment la digérer quand on la propose sur un leaderboard et un dashboard, quoi. Déjà, ça, c'est une excellente première étape. Mais en plus de ça, savoir se faire accompagner. Si on résume un peu pour ceux qui nous écoutent, qui sont majoritairement organisateurs d'événements, la recommandation, ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, la difficulté côté plateforme, c'est d'arriver à sortir la bonne mise en forme et la bonne data en fonction de ce que va vouloir en traitement l'entreprise et le client. Donc, c'est plutôt eux qui vont parfois effectivement faire ce traitement. Maintenant, en tant qu'organisateur, le rôle à la base, c'est bien évidemment, et c'est là où vous, plateforme, vous êtes impliqués, c'est le brief en fait. C'est vraiment de se poser en amont de l'événement et de se dire c'est quoi les datas que j'ai envie de récupérer lors de cet événement-là pour s'assurer que derrière, de votre côté, vous, plateforme, ces datas, on puisse les exporter et elles soient bien traquées pendant toute la durée de l'événement et pour qu'à posteriori, après, il y ait une première analyse d'un premier niveau qui est vraiment l'analyse événementielle plutôt de data opérationnelle, comme on le disait, une analyse peut-être aussi de comportement, de lien avec les contenus qui ont été partagés, et puis après, plutôt côté client, de faire tout ce tracking et cette analyse plutôt de retombées potentielles économiques.
Je crois qu'on arrive un petit peu au bout de nos échanges, mais Johan, tu as un petit truc à rajouter. Alors, vas-y. Ouais. Depuis tout à l'heure, on parle de choses compliquées, d'analyse, de tableurs, etc., etc. Effectivement, parce que c'est l'actualité. Hein. Faut pas se leurrer. On en est là aujourd'hui. Mais pour ceux qui ne sont pas là et qui hallucinent un peu de nous voir parler de ça, les premières étapes à mettre en place, elles sont très très simples. Quand on fait un streaming de 2 heures, qu'on a bien 800 connectés ou 2000 connectés tout du long, mais qu'à la première question, il y a 1500 réponses et à la dernière question, il y a 200 réponses, la question qui écoute, qui est devant son écran, elle est évidente. Juste voilà. Derrière des gros tableurs, du Python ou des Excel ou des leaderboards, etc., c'est juste du bon sens. Juste se demander, est-ce que j'ai mis en place les choses pour pouvoir me dire et justifier auprès de mon client que oui, c'est un succès, oui, ils ont été connectés depuis le début, c'est plutôt tel intervenant et tel contenu qui a été pertinent et que ça, c'était peut-être un peu en dessous et que derrière, il y a peut-être autre chose à faire. Côté agence, il y a peut-être un deuxième événement à créer, il y a peut-être un webinaire à repenser sur justement tel sujet pour pousser l'alignement, etc., etc. Il y a des choses qui sont très simples à mettre en place sans avoir besoin de data miner, voilà. Tout à fait. Hein. Là, le but de cet événement, c'était d'aller encore plus loin, de vous aider à passer, vous, participants, un step au-delà. Mais on peut déjà, avec ce qu'on a au niveau des plateformes, faire pas mal de choses. Et il y a un dernier point que j'aimerais évoquer avant de conclure, c'est que cette data, elle permet aussi, quand on analyse, quand on regarde le parcours du participant, de quelque part réfléchir à comment on va personnaliser, voire hyper personnaliser la proposition pour l'événement d'après. C'est ce que vous proposez, Vincent, je crois, sur la plateforme. Ouais, et comme Johan, alors ça n'a pas l'air simple hein, quand on voit le tableur comme ça, mais comme Johan le disait, en fait, il faut commencer par des trucs qui sont déjà assez bêtes et méchants. Mais moi, je trouve ça passionnant là quand je vois ça, en fait, et que tu bouges la souris, tu arrives à comprendre du premier clic au deuxième clic au troisième clic ce que font les participants quand ils visitent ta plateforme, quoi, en gros. Donc, où est-ce qu'ils sortent? Où est-ce qu'ils reviennent? Où est-ce qu'ils reviennent pas? Et là, en fait, ouais, tu peux améliorer peut-être pour le prochain événement, mais même pour l'événement en question, quoi. Tu as compris que les gens vont pas consulter l'agenda. Bah, tu enlèves l'agenda ou tu le mets en bas du menu. Tu as compris, par contre, que les documents, les PDF ou les replays, ils les cherchent un petit peu dans la plateforme. Donc, c'est ça que tu mets en haut. Je pense que déjà, juste commencer par ça ou par d'autres initiatives que mentionnait Johan, c'est déjà, je pense, un super pas vers l'exploitation de toutes ces datas qu'on peut avoir sur le bureau, quoi. Tout à fait, c'est ça. Ben, grosso modo, si on se résume, c'est j'anticipe, je réfléchis en amont de l'événement à ce que je veux faire. 2, je me pose la question de pendant l'événement, qu'est-ce que j'ai envie de suivre en direct? Et puis, pendant aussi la préparation, d'être agile sur voilà, la découverte du parcours participant, si je peux améliorer certaines choses. Et puis, après l'événement, la partie analyse un peu plus en détail en prenant le temps, parce que ça, c'est aussi une problématique. Hein. On prend son temps pour regarder et puis apprendre, tirer les enseignements de cette data pour derrière pouvoir potentiellement aussi améliorer les différentes propositions qu'on va faire sur l'événement d'après. Ce que je vous propose, c'est qu'on a encore quelques petites questions du public. Je vais inviter Benoît à nous rejoindre pour qu'il nous dise un peu ce qu'ont dit nos participants. Ouais, rebonjour à tous. Effectivement, il y a eu plein de questions, il y a eu plein de choses, plein de partages, beaucoup de commentaires surtout à ce que vous disiez dans le chat. Certains étaient d'accord avec vous. Je crois que ce qui ressort beaucoup, c'est la notion de simplicité. Il y avait une question de Cyprien qui a été prise. Il y avait une question de Fanny pour les événements en présentiel. N'est-ce pas contre-productif en termes d'attention que de demander aux participantes de se connecter pour réagir en emoji? Pour moi, c'est une évolution des questions de vote, mais Johan, je te laisserai réagir parce que c'est pour le coup votre spécialité. Alors, oui et non. Tout est question de ligne éditoriale et de contenu. Si on commence à pousser les emojis et à faire en sorte que les participants soient comme ça pendant un événement présentiel connectés sur leur téléphone, oui, non, ça c'est pas bien, il ne faut pas le faire. Maintenant, voilà, il faut permettre aux participants
de plus être d'être des participants, pas des spectateurs, de pouvoir poser des questions, de pouvoir voter, de pouvoir réagir, d'avoir des moments collaboratifs, des moments d'intelligence collective, de se sentir véritablement acteur. Non, c'est pas parce qu'ils vont baisser les yeux 10 secondes sur leur téléphone pour se dire que parmi les 50 questions qui ont été posées, les 5 les plus intéressantes, c'est celle-là, et c'est celle-là qui demande à être répondue en priorité. Ça, c'est évidemment lié au contenu et pertinent. Et puis, il ne faut pas non plus se mentir, d'une manière générale, un événement présentiel de 8 heures, si on pense que l'attention du participant est non-stop focus à 100% sur le speaker pendant 8 heures, le cerveau humain ne fonctionne pas comme ça. Toutes les 7 à 8 minutes, ils se mettent à faire autre chose. La question, c'est qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Est-ce qu'ils font leur mail ou est-ce qu'ils répondent aux questions? C'est l'enjeu de contenu. Comment on le dynamise, ce n'est pas le contenu qui compte, c'est vraiment la manière dont on le dynamise, dont on le porte, qui va faire toute la différence, que ce soit en digital, en hybride, ou même sur les événements physiques aujourd'hui. En fait, le participant, il a vraiment changé de mindset quelque part. D'où l'importance, à mon sens, et c'est pour ça qu'on organise ce live avec Agathe, de bien comprendre en fait les changements du participant, et que la data, en fait, elle va nous aider à comprendre comment le participant il change, quels sont ses mécanismes, comment il bouge. C'est ce qu'on venait de voir avec toi, Vincent, sur le parcours utilisateur. Bref, avoir une connaissance participant beaucoup plus fine que ce qu'on pouvait avoir auparavant sur des événements physiques avec juste du ressenti. Tout à fait. Et je confirme à Régis que nous allons analyser les datas de votre comportement sur la plateforme, de savoir qui a consulté les onglets qui sont sur le côté, qui a regardé tous les contenus qu'on avait mis à votre disposition. Je crois qu'on va conclure, parce qu'on a un petit peu dépassé le temps qu'on avait prévu. Johan, Vincent, je vous remercie de cet échange et d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. Et on va passer tout de suite à la conclusion. Merci à vous deux. Merci. Alors, on vous avait promis une annonce. Donc, c'est le moment. Eh ben, je vais vous laisser, j'y arrive, découvrir tout ça en images tout de suite. Voilà, donc comme vous le savez, avec Benoît, on a coécrit une formation qui s'appelle Digital. On a formé un peu plus de 200 personnes depuis 2 ans sur ces problématiques de l'événement virtuel et hybride. On a eu beaucoup de retours de gens qui nous ont dit « mais voilà, là, le présentiel reprend, on n'a plus de temps pour pouvoir se former et pourtant on en a besoin ». Ou alors, j'ai déjà fait pas mal d'hybrides, je connais, mais il y a des sujets sur lesquels j'aimerais être un peu plus au courant, être plus à l'aise. Et du coup, avec Benoît, on a lancé aujourd'hui en votre présence, et merci d'être là, l'e-learning de Digital. Donc, c'est 12 cours individuels que vous pouvez consulter à la carte et des parcours thématiques également qui vont vous permettre comme ça, quand vous avez du temps, de vous former à votre rythme quand vous le souhaitez et de pouvoir petit à petit évoluer sur les différents sujets qui vous intéressent. Vous avez la possibilité, donc dans le fameux menu que vous avez sur le côté, vous avez un accès à une description un peu plus détaillée de ce qu'est notre e-learning. Et ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va terminer cet événement maintenant. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous pouvez découvrir l'e-learning et on a aussi mis en place une offre de lancement parce que ça va être l'été, le rythme va peut-être un peu se calmer, donc c'est le bon moment pour se dire avant la rentrée, je me prépare et j'avance sur tous ces sujets. Donc, on vous offre un code promo que vous retrouverez dans le menu de l'application. Et on se retrouve également, Benoît, toi et moi, tout de suite. Rendez-vous dans une salle virtuelle qu'on a appelée le Meetup. Pour ceux qui veulent échanger sur ce qu'on vient de se dire lors de ces tables rondes, mais aussi si vous avez des questions sur cette partie e-learning, on reste disponible et comme ça, on va pouvoir continuer les échanges ensemble. Benoît, je te laisse le mot de la fin. Ouais, merci à tous de nous avoir suivis. C'était un plaisir en tous les cas de la concevoir, de l'écrire et surtout merci à nos intervenants
s'être rendu disponible et d'avoir apporté leur éclairage sur tous ces aspects-là. Toutes les questions n'ont pas forcément trouvé réponse. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va prendre le temps de réécrire et de demander à nos intervenants de réagir aux questions que vous avez posées, et on vous les fera passer via nos réseaux sociaux, donc que ce soit Comity, que ce soit Agathe, que ce soit moi, vous nous retrouvez facilement. N'hésitez pas à vous connecter d'ailleurs. Et puis on se retrouve, on vous souhaite de très bonnes vacances. Pas encore, mais ça va arriver. En tout cas, merci à tous pour votre attention, votre participation. Et puis, on se dit à tout de suite dans le meet-up pour ceux qui veulent. Et puis sinon, un peu plus tard sur les réseaux sociaux. Merci à tous. Merci.